Donc merci à toutes, et tous qui êtes, déjà connectés. Voilà, on va faire une petite introduction le temps que tout le monde puisse se connecter, à la suite. Donc comme on a dit, en fait, ce webinaire qui s'appelle «Gluten, quel mythe, quelle réalité?» est un webinaire de restitution finale des résultats d'un projet de recherche participative qui a commencé il y a, quasiment, 7 ans. Donc il s'insère dans une série de 3 webinaires. On a eu le premier cet après-midi qui était plus spécifique pour les résultats, autour des pâtes, et il y en aura un, lundi en fin d'après-midi qui sera plus spécifique sur les résultats autour du pain. Et l'heure qu'on va passer ensemble, elle est un peu plus généraliste et ça va nous permettre de brosser, de manière, plus synthétique, les résultats qu'il y a eu sur, pain, sur pâtes, et de passer plus de temps sur, les enquêtes sociologiques qui sont faites dans le cadre de ce projet. Donc moi, je suis, Christelle Moinet, je suis la coordinatrice du Biocivam de l'Aude. Le Biocivam de l'Aude est une association d'agriculteurs bio du département de l'Aude, et on travaille depuis plusieurs années autour, des grandes cultures, du blé dur, du blé tendre, et en particulier avec les filières de proximité en céréales transformées, donc avec beaucoup de paysans meuniers, paysans boulangers ou paysans pastiers. Et en fait, ce projet est issu d'un constat de terrain. Ces professionnels se sont rendus compte que les personnes hypersensibles, qui se disent hypersensibles au gluten, reconnaissaient qu'en consommant leur pain, et leurs produits, elles n'avaient plus de troubles physiologiques. Elles les digéraient mieux. Donc à partir de ce constat, en fait, on a sollicité des études, des équipes de l'INRAE, donc en partie dès le départ, Dominique Desclos qu'on connaissait. Mais ensuite, l'équipe, du côté de l'INRA, s'est élargie avec, d'autres chercheurs et chercheuses, et on a commencé à réfléchir et à co-construire ce projet, pardon, autour, d'études sociologiques pour mieux comprendre le phénomène, d'hypersensibilité au gluten. On a ensuite comparé, des pains, produits par, des paysans, boulangers, par des artisans, et on comparait avec des pains de, grande surface. Et puis on a approfondi plus en détail et on a étudié les différents principaux facteurs qui influencent la qualité du pain, tant la variété, la mouture, le type de ferment, le pétrissage, le procédé de fermentation et la cuisson. Mais on va revenir un petit peu en détail sur ces différents points. Ce que je voulais mettre, l'accent avant de passer la parole aux différentes, chercheuses et chercheurs qui ont travaillé sur le projet, c'est qu'on est vraiment dans un projet de recherche participative où depuis des années, en fait, à la fois, des paysans, des transformateurs, des formateurs, des animateurs, associés à des chercheurs de plusieurs disciplines, on a travaillé ensemble, à la fois pour, co-construire le projet, ses différentes, modalités, et aussi pour produire des échantillons. Donc, il y a eu plus de 17 sessions de production d'échantillons, principalement chez les agriculteurs et les transformateurs, mais aussi en laboratoire à l'INRAE. Il y a des levains qui ont été récoltés, des personnes hypersensibles qui ont été questionnées. En total, on a un nombre considérable de données, qui ont été obtenues, plus de 13 000, qui, en fait, ont donné ensuite les résultats que vous allez pouvoir écouter. Donc moi, je vais, donner la parole maintenant, donc, à Paul Coeurquetin et Grégory Ackermann, qui ont travaillé au sein de l'INRAE, l'UMR Innovation, sur les enquêtes sociologiques, sur la question de l'hypersensibilité au gluten. Donc excusez-nous, on va faire une petite manip pour pouvoir passer la main et la présentation à Paul ou Grégory qui vont partager leur écran. Alors, vous voyez bien mon écran normalement. Je vais le mettre en plein écran. Voilà, bah, c'est bon, Paul, ça fonctionne bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va vous présenter effectivement donc, des résultats donc, de cette enquête ou de ces enquêtes qu'on a menées avec Paul autour de cette question de la sensibilité au gluten. Donc, c'est des enquêtes qu'on a fait il y a maintenant
que je ne dise pas de bêtises, il y a 4 ans à peu près, 4-5 ans même peut-être, parce que c'était au début de ce projet. Donc, on a finalement utilisé deux méthodes. On a fait un questionnaire et donc des entretiens semi-directifs. Donc, on va présenter ces résultats. Et puis, voilà, on a analysé ces résultats et on va vous les présenter. Donc, on est parti de cet objectif du projet Gluten Mythe ou Réalité, qui était de comprendre quels étaient les déterminants de la sensibilité au gluten non cœliaque et finalement, quelle était l'importance de chaque facteur, donc les facteurs variétaux, des facteurs, des modes de culture, des modes de transformation. Mais il y avait également une question qui intéressait donc les chercheurs, c'était de savoir quelles étaient finalement les populations qui étaient sensibles au gluten et qui pouvaient avoir justement un intérêt pour ces produits parce que potentiellement ils pouvaient être mieux digérés par eux. Donc on a été justement chargé d'aller rencontrer des personnes sans gluten, pas sans gluten, des personnes sensibles au gluten et essayer de comprendre quelles étaient leurs trajectoires qui les avaient conduits d'abord peut-être à l'éviction du gluten et puis ensuite à consommer des produits artisanaux issus de filières voilà, de proximité et donc comprendre leurs pratiques de consommation autour des produits céréaliers qu'ils pouvaient, pour certains, consommer. Donc, il y avait un peu 3 hypothèses sur cette consommation de produits sans gluten. La première, c'était que peut-être que les personnes qui mangent ces produits sans gluten le font pour préserver leur santé. Donc ça, c'est plutôt une hypothèse qu'on a, par exemple, dans la consommation de produits biologiques, où les gens peuvent consommer des produits bio en espérant améliorer voilà, leur santé immédiate ou à long terme. Voilà, mais bon, ce n'est pas forcément ça qu'on a vu parmi les personnes sensibles. On avait cette hypothèse que ça pouvait être aussi en partie peut-être un effet de mode, c'est-à-dire que les gens agissaient selon des logiques plutôt de conformité vis-à-vis de certains groupes sociaux ou bien de distinction, voilà, avec l'idée que certaines personnes peuvent suivre un peu des modes, comme il peut y avoir dans d'autres secteurs, mais l'alimentation peut aussi être traversée comme ça de mouvements un peu de mise en conformité ou d'identification collective dans certaines, voilà, autour de d'une certaine alimentation. Et puis la troisième hypothèse, c'était qu'on était plutôt finalement face à des trajectoires qui étaient très en lien avec la santé et qu'on était finalement dans des trajectoires dans lesquelles le symptôme, le corps avait une place très importante et qu'on était plutôt dans une consommation qui était en lien avec voilà, une recherche de reconnaissance d'une maladie et d'un problème de santé. D'un problème de santé. Donc, à partir de ces 3 hypothèses, on a donc euh, développé plusieurs méthodologies. La première, on a commencé par proposer un questionnaire en ligne. Donc, c'est un questionnaire qui a pu être signalé dans un article de… Quoi, non, l'étude a pu être signalée dans un article sur The Conversation. Du coup, on a pu, comme ça, avoir effectivement près de 500 personnes qui ont été… qui ont pris contact et finalement on a pu avoir 324 réponses qui étaient complètes et qui ont pu être du coup analysées. Et donc, ce questionnaire, il visait à essayer de comprendre quels étaient finalement les profils socio-démographiques des individus, c'est-à-dire qui sont ces personnes qui se sentent sensibles. Est-ce que ce sont plutôt des hommes, des femmes? Est-ce que ce sont plutôt des gens âgés, des gens plus jeunes? Est-ce que ce sont des personnes qui ont des symptômes, lesquels quelles sont aussi leurs trajectoires de consommation? Est-ce que c'est des gens qui finalement ont complètement arrêté de manger des produits avec du gluten, ou est-ce que ce sont des gens qui sont passés d'une consommation de produits céréaliers classiques à une consommation de produits céréaliers plus artisanaux, voilà, et quelles sont leurs pratiques alimentaires en général. Donc ça a été voilà, la partie questionnaire, c'était essayer de caractériser un peu une population. Et puis ensuite, à partir de ce questionnaire, on a pu identifier des profils un peu qui nous intéressaient, notamment ceux qui, justement, déclaraient pouvoir consommer des produits artisanaux
sans en ressentir de symptômes. Et du coup, à partir de ce questionnaire, et puis aussi d'autres sources de données, on a pu aller faire des entretiens semi-directifs, donc des entretiens approfondis avec des personnes se déclarant sensibles pour essayer de comprendre mieux vraiment les processus qui les ont conduits à l'éviction du gluten et puis ensuite parfois à la consommation de certains produits céréaliers artisanaux. Voilà. Et puis ensuite également identifier finalement dans ces processus d'éviction et de consommation de produits céréaliers spécifiques, quelles avaient été finalement les ressources, comment les gens sont guidés, quels sont les guides de l'action, quels sont les supports, qu'est-ce qui les accompagne finalement tout au long de leur trajectoire, quelles sont les personnes qui les accompagnent, est-ce que ce sont des personnes de leur entourage proche, est-ce que ce sont plutôt des médecins, est-ce que ce sont plutôt des associations, quel est le rôle justement des producteurs aussi pour les guider vers des produits, vers leurs propres produits. Donc c'était, voilà, ça a été une étude qui a été menée dans l'année 2018, au printemps 2018. Et donc, on a fait en tout donc 38 entretiens semi-directifs. C'est surtout Paul qui les a fait. Donc, c'est lui notamment qui va pouvoir présenter la partie plus qualitative, justement. Donc, juste sur cette partie qualitative, on a utilisé des méthodes qu'on appelle mixtes. Ça veut dire qu'en fait, on a rencontré des personnes, donc on a fait des entretiens, donc des entretiens approfondis pendant, voilà, ça dure 1h30, 2 heures parfois. Ensuite, on a écrit des récits pour vraiment écrire le récit de leur histoire, leur trajectoire de consommation, depuis les premiers signaux de symptômes jusqu'à leur consommation d'aujourd'hui. Et puis, on a codé ça dans un tableau. Donc, vous voyez, toutes les ressources, toutes les informations qu'ils ont obtenues, toutes les personnes qu'ils ont sollicitées autour de cette trajectoire de consommation. Et puis, on a identifié différentes phases. Donc, une phase plutôt d'errance, pendant laquelle, finalement, les gens sont en train de rechercher des causes de leurs symptômes. Et puis ensuite, une phase de diagnostic où ils identifient le gluten comme étant un problème possible, une phase d'éviction où ils retirent, alors de différentes manières, Paul va y venir, leur alimentation, le gluten de leur alimentation, et puis une phase parfois, pas pour tous, mais pour certains, de consommation de produits céréaliers, sachant qu'il peut y avoir des phases d'éviction, des phases de reconsommation, puis de nouveau des phases d'éviction. Ces phases ne sont pas forcément tout à fait chronologiques parfois, pour certains profils. Alors, sur le questionnaire, quelques résultats que je vais vous présenter. Donc, le premier point, c'est qu'on a eu beaucoup de réponses de femmes. Pour autant, on ne peut pas considérer que c'est un biais de notre enquête, puisque cette surreprésentation des femmes, elle est très, très semblable dans beaucoup d'études au niveau international. Donc, on peut finalement dire qu'on a confirmé cette tendance à ce que ce soit finalement plutôt des femmes qui identifient une sensibilité au gluten. Donc, ça, c'est un premier point qu'a pu mettre au jour notre étude. Ensuite, on a vu que finalement, la tranche d'âge était finalement assez concentrée autour, voilà, de 26-55 ans. Donc, des femmes, mais des femmes qui sont finalement autour de la quarantaine, là, et qui, à ce moment-là, ont découvert une sensibilité dans cette tranche d'âge 26, 55. Là, on est sur des personnes qui sont finalement des actifs, quoi. Donc, beaucoup de personnes, justement, en activité, avec finalement peu de retraités, assez peu d'étudiants. Alors, on a beaucoup de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Alors, ça, c'est lié effectivement au recrutement, puisque, comme je vous l'ai dit, on a pu diffuser ce questionnaire à la suite donc, de la prise de contact via l'intermédiaire d'un article dans The Conversation, qui est un journal en ligne qui publie des articles rédigés par des universitaires. Du coup, on a touché plutôt des personnes qui étaient de profession intellectuelle supérieure. Mais du coup, voilà, on manque un petit peu de certains profils sociodémographiques qui sont pourtant très représentés. Voilà, donc des classes plus populaires, des agriculteurs, voilà, des ouvriers et des personnes qui sont moins diplômées. Et dans les entretiens, on a quand même donc cette même surreprésentation de femmes, du coup, et puis cette même
voilà, âge moyen autour de 44 ans. Voilà. Et puis au niveau répartition géographique, on voit les grandes villes qui sont plus représentées et qui est liée tout simplement effectivement à cette surreprésentation des personnes très diplômées. Alors, les entretiens, ils ont montré également qu'il y avait un ensemble de symptômes, un ensemble très large, hein, avec des symptômes qui sont plutôt digestifs, qui sont vraiment situés au niveau voilà, de l'abdomen, et puis un ensemble de symptômes qui sont beaucoup moins digestifs, comme de la fatigue ou bien pardon, ou bien par exemple des maux de tête ou ce type de symptômes. Donc finalement, il y avait une répartition de ces symptômes qu'on retrouvait dans la littérature internationale. Donc là, c'est pareil, on a vraiment eu une confirmation des différents types de symptômes. Et puis, on a eu voilà, un échantillon vraiment autour de la sensibilité au gluten, c'est-à-dire, c'est ce qu'on recherchait, mais c'est vraiment ce qu'on a eu, c'est-à-dire des gens qui se déclarent sensibles et qui se considèrent comme des gens sensibles au gluten, donc avec qui ont cette pathologie de la sensibilité au gluten ou de l'hypersensibilité au gluten ou de la sensibilité au gluten non cœliaque. Voilà, donc c'est vraiment l'échantillon sur lequel on a pu produire des résultats. Et puis, donc, on a cette grosse part, là, la moitié, qui signale une apparition des premiers symptômes dans une période de 10 ans précédant l'enquête. Donc, voilà, c'est assez, c'est en gros, c'est assez récent, mais c'est dans ces 10 dernières années là qu'il y a eu beaucoup d'apparitions. Et puis, donc, cet âge autour de 34 ans, hein, qui est l'âge moyen de la première apparition des symptômes, c'est pareil, ça, c'est des choses qu'on retrouve un peu dans la littérature. Alors, sur les trajectoires, on a pu… donc ça, ce sont les résultats quantitatifs. Donc, on a cette trajectoire, en fait, qui amène les gens depuis le symptôme jusqu'à ce diagnostic de la consommation, du diagnostic de la sensibilité. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, il y en a quand même 33% qui sont plutôt dans des autodiagnostics. Donc, ce sont des personnes qui ont suspecté le gluten, qui se sont renseignés dans des médias, qui ont pu prendre des conseils, qui ont pu avoir des informations dans leur entourage, et puis qui ont compris en retirant le gluten de leur alimentation qu'ils étaient sensibles au gluten. Donc, et qui n'ont pas forcément eu de diagnostic par un médecin. Et puis, on a une autre partie qui représente donc les 2 tiers, qui sont des gens qui ont eu un diagnostic posé par un médecin. Mais donc, la moitié ont suspecté de gluten à un moment et puis se sont renseignés justement, donc ont pu avoir des informations, etc. Et ensuite sont allés voir un médecin. Et puis l'autre moitié qui n'ont pas eu de suspicion. Et puis, donc, c'est ce 31% là qui ne suspectaient pas le gluten et puis sont allés voir un médecin et c'est le médecin qui les a mis sur cette piste-là. Donc, voilà. Et donc, les médecins qui recommandent l'arrêt du gluten ne sont pas uniquement des spécialistes de la gastro-entérologie, hein. Ce sont aussi des médecins généralistes, mais ce sont aussi des praticiens de médecine plus alternative, beaucoup de naturopathes, par exemple, ou voire même des ostéopathes, ou bien éventuellement des kinés, donc pas uniquement, hein, des spécialistes de la partie digestive, disons, mais aussi voilà, des médecins qui sont, ou bien des professionnels de santé plutôt que des médecins, voilà, qui ont une approche un peu systémique du corps et qui peuvent aussi avoir des intérêts pour les questions de nutrition. Donc, je vais passer la parole à Paul pour un peu justement rentrer dans les analyses plus fines des parcours et des trajectoires des 38 personnes que l'on a rencontrées. Je vais vous présenter rapidement du coup en fait la partie qualitative. Bonsoir à toutes et à tous. Alors ici on est vraiment au niveau du diagnostic. Les rangs, ça correspond en fait à la période durant laquelle la personne sensible au gluten a rencontré différents médecins sans obtenir de réponse à ces questions. On voit qu'en fait ces catégories de personnes autodiagnostiquées ou médicalement diagnostiquées sont assez panachées.
parce que même les personnes qui ont été autodiagnostiquées ont eu des débuts médicalisés, ont échangé avec un professionnel de santé à la suite de l'arrêt, et les personnes qui ont été, qu'on peut qualifier de médicalement diagnostiquées, l'ont été via des pratiques diagnostiques qui ne correspondent pas aux normes cliniques en la matière. C'est-à-dire déjà on élimine toute suspicion de maladie cœliaque avec prise de sang, biopsie, etc. Et ensuite, ça implique des gluten challenge, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des réintroductions successives du gluten dans l'alimentation de façon à vérifier que les symptômes réapparaissent et disparaissent avec l'arrêt. Donc voilà, en fait, cette planche, elle essayait de montrer un petit peu que ça n'est pas tout blanc, tout noir, c'est relativement panaché, et qu'on est finalement, même la médecine, en fait, on se situe vraiment dans une forme d'incertitude clinique, puisque la sensibilité au gluten non cœliaque ne peut pas être détectée via des biomarqueurs, comme l'est l'allergie au blé ou la maladie cœliaque. Je passe à la prochaine slide. Globalement, c'est juste un résumé en fait de ces résultats pour dire que le diagnostic de la sensibilité au gluten, c'est une agrégation de plusieurs éléments. À la fois, c'est des recommandations médicales ou extramédicales qui sont basées parfois sur des tests qui peuvent être controversés ou sur des faits établis, c'est-à-dire que le médecin va vous dire que si vous vous sentez mieux après l'arrêt de produits contenant du gluten, et bien continuer. C'est finalement des messages un peu diffus qui se diffusent peut-être dans certains mondes, dans le monde médical en tout cas. Et pour les professionnels de santé, certains communiquent vraiment sur le comment dire, ils valorisent beaucoup l'expertise profane, on va dire, l'expérience personnelle, les savoirs expérientiels dans leur communication. Alors, je continue un petit peu. Bien que ces personnes en fait aient un parcours très médicalisé, on s'est rendu compte que les réseaux personnels, c'est-à-dire les collègues, les amis et la famille, étaient quand même bien représentés justement au moment de ce conseil d'arrêt du gluten. Donc ça, c'est les narrations quantifiées qu'on vous a présentées un petit peu plus tôt, même si globalement, à l'échelle de toutes les séquences, en fait, les relations sociales sont quand même plus faiblement représentées que ne peuvent l'être le monde médical, le monde marchand, etc., les professionnels de l'alimentation, etc. Arrive ensuite la période de l'éviction. Donc, c'est une période durant laquelle la personne sensible va être un peu contraint en fait de déconstruire tout un tas d'habitudes, de pratiques. Il faut savoir que les produits céréaliers, ça fait partie d'un répertoire alimentaire et il y a tout un tas de dimensions symboliques, pratiques, mais c'est également des produits qui sont palatables, enfin qui sont agréables à manger, tout ce qui est pâtisserie, etc. et hédonique. C'est aussi la déconstruction de représentation, mais comment peut-on devenir intolérant à des produits qu'on a consommés des années durant. Des pratiques d'achat, voilà, il y a une personne qui nous avait dit que si vous entrez dans un supermarché et que vous êtes intolérant, alors lui était intolérant aux œufs, au gluten, etc., vous ne trouvez plus rien dans le supermarché, mis à part des légumes. Et c'est également une forme de mise à l'épreuve lors du repas partagé, puisque bon nombre en fait de personnes sensibles au gluten ne disent pas à leurs hôtes quand ils sont invités qu'ils sont sensibles au gluten. Cette donnée, elle nous paraissait très importante justement pour relativiser, voire infirmer en fait cette hypothèse de l'effet de mode, de cette idée de pratique distinctive, voilà, en sachant que les personnes sensibles ne dévoilent pas forcément, ou en tout cas ne valorisent pas le fait de ne pas manger de gluten. Ce qui est intéressant et ce qu'on a noté aussi, c'est qu'il y a différents seuils de tolérance, différents schémas d'ingestion et de réaction. Alors, il y a 13 personnes sur 38
qui ont un schéma de type ingestion-réaction, c'est-à-dire qu'elles ont les symptômes qui réapparaissent immédiatement ou très rapidement, même sans avoir connaissance en fait d'avoir mangé du gluten. Il y a des seuils de tolérance à frontières floues. Bon, ils sont moins nombreux, mais les plus intéressants, c'est des seuils de tolérance avec écart maîtrisé, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont capables de percevoir à quel moment les symptômes vont revenir. Et c'est vraiment un peu la métaphore du verre d'eau, c'est-à-dire que quand on mange du gluten, le verre d'eau se remplit. Si on arrête de manger du gluten, l'eau s'évapore et voilà, ça se stabilise. C'est vraiment l'idée d'un trop-plein en fait, de gluten qui s'accumulerait dans le corps et qui provoquerait in fine les symptômes. C'est ensuite, après avoir déconstruit tout un tas d'habitudes, c'est une reconstruction qui va... Donc, c'est une reconstruction au niveau de la production, enfin, de l'intérêt pour certaines filières, donc une plus grande fréquentation des magasins bio et le refus de recourir, à l'offre industrielle sans gluten. C'est aussi d'un point de vue de la transformation, il y a beaucoup de personnes qui sont mises à faire leur pain, à cuisiner plus. Au niveau de la distribution, c'est plus de circuits courts. Et au niveau des représentations, il y a une actualisation en fait de la critique de l'industrie agroalimentaire qui se met en place et de véritables bifurcations pour certains, d'un point de vue de l'alimentation, des pratiques de santé, de l'emploi et du militantisme. Je vais terminer sur ce point-là pour rappeler que donc sur les 38 personnes rencontrées, il y en avait quand même 26. Alors on les cherchait justement, ces personnes qui consommaient du gluten, des produits contenant du gluten. Alors on a essayé de classifier en fait d'où provenaient ces produits, que ce soit des pâtes, de la farine ou du pain. D'après nos recherches, 18 sur 26 sont des produits qu'on peut considérer comme artisanaux. Les produits où il subsistait un doute, ils sont au nombre de 3, parce que j'ai dû réactualiser la base. J'ai eu des informations supplémentaires sur une boulangerie, ils sont au nombre de 3. Et les personnes qui consommaient des produits industriels, ils sont également au nombre de 3. Ce que je voulais vous dire, ici, c'est un tableau, c'est 3 slides qui vous présentent en fait les différentes consommations des personnes. Et ce que vous remarquerez, c'est dans la dernière colonne, c'est la fréquence d'achat et de consommation. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ces personnes consomment, alors oui, elles en consomment, elles n'ont pas forcément de soucis avec, mais elles en consomment très peu. Je suis désolé, je suis obligé de passer un petit peu vite. Et on arrive peut-être à la conclusion, si on a 2 minutes. Pour la conclusion, on va pouvoir dire justement que sur cette population de personnes sensibles au gluten, on est vraiment sur une hypothèse curative, où ce sont donc des personnes qui ont cherché à résoudre des problèmes et on n'est pas dans des personnes qui cherchent à préserver leur santé à long terme, on va dire, mais on est vraiment sur le résoudre des problèmes immédiats. Et puis, on n'est pas sur cette hypothèse de l'effet de mode où on est vraiment sur des gens qui sont sur des problèmes de santé, qui ont pu avoir des trajectoires assez longues même, puis avec des interactions avec les médecins parfois un peu compliquées. Donc, on est vraiment sur cette hypothèse curative. Et pour ouvrir un peu, on voulait dire aussi que finalement, on a très peu de collectifs autour de ces personnes. Souvent, c'est des trajectoires un peu solitaires ou bien dans des échanges un peu 2 à 2, diadiques, avec des médecins, avec quelques amis, etc. Mais très peu de ressources partagées aussi, très peu finalement de livres ou bien d'associations qui peuvent fédérer ce monde-là, même si l'AFDIAG, effectivement, regroupe des personnes sensibles. L'AFDIAG est peu cité, voire pas cité du tout dans les entretiens. Et donc, on a vraiment cette phase de déconstruction là, autour du gluten et qui va ensuite mettre du temps pour retrouver une phase de reconstruction. Et cette absence de collectif, elle permet finalement peu d'échanges et puis elle permet peu de construction d'une identité de malade qui pourrait prendre une dimension plus militante et porter aussi un discours un peu plus politique pour faire avancer la production de savoir, la connaissance, comme ce projet a essayé de le faire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos 2 interventions. On reviendra un petit peu dessus sur les questions s'il nous reste un peu de temps à la fin. Je vais laisser la parole à Dominique Desclos et Marie-Françoise Sanson qui
vous rentrez un petit peu dans les résultats des analyses biochimiques qui ont été faites sur les pains et les pâtes. Alors, je réactive mon écran. C'est bon? C'est OK. Bonsoir, je suis Marie-Françoise Sanson, ingénieure à INRAE Montpellier. Je vais maintenant vous parler des protéines du pain et des pâtes et je vais un peu vous dire quelles pathologies y sont associées. Si on considère le pain, donc c'est une pâte qui contient en grande partie de l'amidon, mais aussi des protéines. Ces protéines, elles sont présentes au départ dans la farine et plus en amont dans le grain de blé. Dans le grain de blé, ces protéines sont contenues dans les cellules de l'albumène amylacé. Et dans cet albumène amylacé, on distingue plusieurs types de protéines. D'une part, des albumines globulines qui sont présentes dans les parois cellulaires de l'albumène amylacé. Ces albumines globulines représentent environ 20% des protéines totales du grain. Et ce sont des protéines qui servent à la structure. Et ce sont aussi des protéines métaboliques puisqu'on retrouve parmi elles beaucoup d'enzymes. On a une autre fraction de protéines qui est importante, ce sont les protéines de réserve. Elles sont appelées ainsi dans le grain, elles représentent environ 80% des protéines totales du grain. Et parmi elles, on va trouver les gliadines et les gluténines. Ces gluténines sont présentes sous forme polymérique. Dans la farine, on va retrouver ces protéines de la même manière que dans le grain. Et comment on va passer de la farine à une pâte? Pour cela, on va avoir besoin d'apporter de l'eau et de l'énergie mécanique. Les protéines vont changer de conformation, les gluténines vont se déplier, former de nouvelles liaisons pour constituer un réseau que l'on appelle le gluten. Dans ce réseau vont s'imbriquer les gliadines et dans la pâte, bien sûr, on va avoir encore présentes les albumines globulines. Dès qu'on va traiter thermiquement la pâte, on va traiter thermiquement le gluten et on va avoir de nouvelles liaisons qui vont se créer. Donc, on ne les voit plus sur l'animation là, mais certaines liaisons étaient colorées en rouge. Ce sont des liaisons assez fortes, des liaisons entre des résidus soufrés, des liaisons disulfure, qui, selon l'intensité du procédé et du procédé thermique, vont être plus ou moins nombreuses. Et de ce fait, quand on va vouloir extraire les protéines à partir du pain, on va avoir plus ou moins de mal en fonction du procédé de transformation que l'on a utilisé et aussi selon l'intensité du procédé thermique. Donc, quand on va vouloir extraire les protéines à partir du pain, c'est ce qu'on va avoir dans la suite du diaporama. On va avoir des protéines qui sont facilement extractibles à partir du pain. Donc, souvent, vous allez voir, elles sont dans des petits flacons colorés en vert. On va avoir des protéines qui sont moins facilement extractibles, que l'on va obtenir quand on rompt ces liaisons qui sont en rouge. Et on va avoir des protéines que l'on n'arrive pas du tout à extraire. Donc, diapositive suivante. Ouais, j'ai essayé de vous les remontrer, mais on est désolé. Vous les voyez un instant. Voilà, on voit ces petites liaisons Voilà. en rouge qui vont se créer, qui vont être un signe de la dénaturation des protéines et on va avoir plus ou moins de mal à les rompre pour extraire les protéines. Diapo suivante. Donc maintenant, les pathologies liées au gluten. Donc il en existe plusieurs. On a d'abord la maladie cœliaque qui est bien connue, qui est associée aux gliadines et aux gluténines. On a les allergies qui, elles, pour certaines, sont associées aux oméga-gliadines et pour d'autres associées aux albumines globulines. Et enfin, on a la sensibilité non cœliaque aux céréales. Et cette sensibilité, on ne sait pas exactement d'où elle vient. Le gluten et les protéines des céréales sont soupçonnés. Donc, peut-être les gliadines, peut-être les gluténines. Certaines albumines globulines ont été pointées du doigt, comme les inhibiteurs d'enzymes, ce que j'ai marqué comme étant des ATI. On a aussi des agglutinines qui viennent du germe, les WGA, et on a d'autres composés du grain, comme les sucres fermentés cibles, que l'on appelle aussi les FODMAPs. Diapo suivante.
Donc, pour le pain, une étude exploratoire que l'on a conduite en 2016 nous a permis d'établir un premier constat. On s'est procuré des pains d'artisans, de paysans boulangers d'un côté, et on est allé acheter des pains en grande et moyenne surface. Et si on a fait des tranches dans ces pains, ces tranches ont été lyophilisées et puis broyées, et on a procédé à une extraction des protéines, et on a regardé quelle était la proportion de protéines aisément extractibles, la portion de protéines difficilement extractibles et la portion de protéines inextractibles à l'issue de notre procédé d'extraction. Et on s'aperçoit que les pains d'artisan ont plus de protéines aisément extractibles que les pains que l'on a achetés en grande et moyenne surface. Diapo suivante. On s'est intéressé aussi à la digestibilité des protéines des pains achetés chez les paysans boulangers et en moyenne et grande surface. Cette digestibilité, on l'a testée avec un système in vitro on n'est pas parti avec un digesteur, on a juste fait des essais en tube à essai en utilisant un cocktail d'enzymes gastriques et intestinales, la pepsine, la trypsine et la chymotrypsine. Et là, le résultat montre que l'on a plus de protéines non digérées dans les pains de grande et moyenne surface. Donc, pourquoi une telle différence ? Est-ce que c'est la variété ou est-ce que c'est le procédé de transformation? Là, maintenant, je vais laisser la parole à Dominique qui va aller un peu plus loin sur ces différences. Bonjour, Dominique Desclos, chercheur INRAE et co-responsable du projet Gluten, Mythe ou Réalité avec Christelle Moinet. Donc, nous avons effectivement comparé des variétés de blé tendre qui sont soit recommandées par l'industrie, soit utilisées par les paysans. Ces variétés ont été toutes cultivées dans un seul lieu, à Moguio, et elles ont été moulues sur meule de pierre chez des artisans paysans, et le pain a été réalisé par un artisan boulanger de la région du Lauragais. Donc, même lieu de culture, même mouture, même procédé de panification, ce qui est différent, c'est uniquement les variétés. Donc, si on voit la diapositive suivante qui montre ce que Marie-Françoise vous a présenté, c'est-à-dire quelles sont les protéines facilement extractibles en vert et les difficilement extractibles en orange. On voit qu'il y a des variations selon les variétés. Prenons Pyrénéo qui a 38,8 dans le petit tube vert, alors que Barbu va être à 44,5, voilà, à côté. Il y a des différences entre les variétés, mais on voit qu'il y a des différences aussi bien dans les variétés qui sont recommandées par l'industrie que dans les variétés utilisées par les paysans. Donc, importance des variétés, finalement, ce que l'on en conclut, importance des variétés sur la facilité d'extraction des protéines du pain. Si on s'intéresse maintenant aux différentes étapes du process qui également peuvent faire varier cette solubilité des protéines du pain, nous avons pris uniquement 2 variétés parce que le projet était complexe, donc 2 variétés, une régulièrement utilisée et recommandée par l'industrie, qui est Ronan, et Barbu du Pirée, qui est une variété largement utilisée par les paysans. Ces 2 variétés sont passées toutes les 2 sur 2 types de mouture, puis sur 2 types de ferments, 2 types de pétrissage, 2 méthodes de fermentation et 2 cuissons. Au total, 64 modalités, ce qui fait quelque chose comme 250 pains créés et puis 520 tranches analysées, quelque chose comme ça. Donc, si on s'intéresse à ces 2 variétés, donc Barbu, Ronan, qui ont toutes les 2 subi une mouture cylindre et une mouture meule de pierre, et notamment moulin à strier. Qu'est-ce qu'on retient? Bon, alors évidemment, je vous invite tous au webinaire qui a lieu lundi prochain à 17h30, à la même heure, lundi 14, où on va détailler beaucoup plus qu'est-ce qui s'est passé pour chacun, voilà, dans chacun des cas et quels sont les résultats. Là, c'est vraiment les principales conclusions, donc on va aller vite et pas du tout dans le détail. Ce que l'on retient là-dessus, c'est qu'on observe que les pains qui ont été fabriqués avec la variété Barbu ont
d'autant plus de protéines facilement extractibles que la farine a été produite sur meule de pierre. Si maintenant on s'intéresse aux ferments utilisés, donc levure ou levain, là aussi des différences assez notables, notamment une incidence majeure et extrêmement significative du type de ferment sur ces protéines facilement extractibles. Le levain va permettre d'acquérir d'autant plus de protéines facilement extractibles par rapport à la levure. Et ça, on va y revenir tout à l'heure avec un zoom spécifique sur les levains. Si on s'intéresse à l'étape suivante, qui est le pétrissage, deux types de pétrissage possibles, même si le type manuel est de moins en moins utilisé, mais enfin, pétrissage mécanique versus pétrissage manuel, on obtient là des données qui pourraient surprendre, mais finalement qui ne surprennent pas trop non plus. C'est que le fait d'avoir un pétrissage manuel qui était un pétrissage très fort aussi, qui donne finalement beaucoup de force, qui fait taper la pâte, les boulangers tapent fortement la pâte sur la table, on se rend compte que ça génère des protéines qui sont plus difficilement extractibles que le procédé de pétrissage mécanique. Voilà. Autrement dit, le procédé mécanique va induire des protéines plus facilement extractibles. L'étape de fermentation longue, à froid, la pâte est laissée reposer à froid pendant plus d'une nuit, ou bien fermentation directe. Là, on a une fermentation qui est très courte, de l'ordre d'1 heure, 1 heure à 2 heures maximum. Qu'est-ce que ça génère au niveau de différence dans la solubilisation? Là, les données sont aussi assez claires. C'est qu'une fermentation longue à froid va induire plus de protéines facilement accessibles qu'une fermentation courte, appelée le plus souvent directe par les boulangers. Et on observe également que, vous vous souvenez du petit test en tube in vitro là, de digestibilité, plus de protéines facilement digérées in vitro lorsqu'on est en fermentation longue. Dernière étape, c'est la cuisson du pain. On peut cuire le pain dans un four électrique ou dans un four à bois. Et là aussi, les résultats sont intéressants. C'est dans un four à bois que l'on va obtenir des protéines qui sont le plus facilement extractibles. Si on essaye de synthétiser un peu ce que l'on vient de voir, donc ces fameuses protéines aisément extractibles qui sont le deuxième histogramme, là. Ensuite, on a les protéines difficilement extractibles au milieu, les inextractibles ensuite, et puis les protéines non digérées in vitro. On se rend compte que la variété qui est en bleu, elle va essentiellement jouer sur la quantité de protéines totales du pain, très peu sur le reste. Qu'est-ce qui joue, qu'est-ce que vous remarquez globalement? Le vert est assez massif sur cette diapositive, et le vert, c'est le ferment. Donc, le ferment, il joue très fortement sur les protéines aisément extractibles. Il joue aussi sur les protéines difficilement extractibles, de manière moindre sur les protéines absolument inextractibles et sur les protéines non digérées in vitro. Donc, ce ferment, on va voir plus en détail maintenant. Qu'est-ce qui vaut mieux? Bon, on l'a un peu vu, c'est quand même le levain qui génère des protéines plus facilement, plus aisément extractibles. Mais on va voir avec Lauriane et Delphine Sicard, là, un peu plus en détail, si tous les types de levain réagissent pareil ou pas. Donc, bonjour à tous. Alors, moi, je vais démarrer pour vous rappeler, peut-être, pour faire du pain, on mélange de la farine, de l'eau et un ferment. Le ferment, il est composé d'organismes vivants microscopiques, qu'on appelle aussi micro-organismes, qui vont consommer les sucres de la farine, qui sont stockés sous forme d'amidon pour se multiplier et produire d'autres composés, comme du CO2 et des acides, qui permettront notamment l'alvéolage et le goût du pain. Donc ça, c'est la fermentation. 2 ferments sont couramment utilisés en boulangerie. La levure commerciale, ce qu'on appelle aussi la levure de boulanger, et le levain. Les deux sont composés donc de micro-organismes vivants. La levure commerciale contient des levures qui sont des champignons unicellulaires. Et ces levures, en fait, sont des clones d'une seule et même espèce qui s'appelle Saccharomyces cerevisiae.
Dans le levain, c'est beaucoup plus diversifié. Fabriqué à partir d'un mélange d'eau et de farine, le levain abrite des levures, mais aussi des bactéries. Et en plus de ça, ce sont plusieurs espèces de levures et plusieurs espèces de bactéries qui cohabitent. Alors, sur les photos là, que vous pouvez voir, qui ont été prises en microscopie électronique, à gauche, il y a la levure de boulanger, donc Saccharomyces cerevisiae, et à droite, c'est une photo microscopique du levain. Et donc là, vous pouvez voir à la fois les granules d'amidon, qui composent principalement la farine, avec dessus donc en forme de bâtonnet des bactéries lactiques, et en forme plus arrondie, c'est la levure. Et même entre les granules d'amidon, on peut apercevoir des filaments qui sont en fait le réseau de gluten. La diapo d'après. Alors, en fait, notre problématique est ici de savoir quel est l'impact du ferment sur le gluten. Donc, pour ça, on a réalisé l'expérience suivante. On est parti de 2 farines différentes, donc des 2 blés qui ont été présentés précédemment. Et ensuite, les boulangers ont fabriqué des pains avec 3 levains différents, 3 levures commerciales différentes et 2 mélanges levain-levure. Les 3 levains ont été caractérisés au préalable en identifiant l'espèce majoritaire de levure et de bactéries. Donc ici, dans l'expérience, tous les levains ont la même espèce majoritaire de bactéries qui s'appelle Fructilactobacillus sanfrancisensis. Par contre, ils ont des espèces majoritaires de levures différentes. Donc pour le levain du collectif Cravirola CRA, c'est Kazakhstania bulderi. Pour le levain d'Edith Bricio, EDI, c'est Saccharomyces cerevisiae et Kazakhstania nispora. Et pour le levain de Stéphane Marou, c'est Saccharomyces cerevisiae et Torulaspora delbrueckii. Voilà, c'est les noms des levures. Donc, dans la diapo suivante, alors, je vais vous présenter 2 des principaux résultats qu'on a obtenus. Donc, sur cette figure est schématisée la distribution des protéines des 3 types de pain. Donc, le pain au levain, le pain mix levain-levure et le pain à la levure de boulanger. Donc, vous pouvez voir en fait en vert la proportion de protéines facilement extraites ou extractibles. En orange, les protéines plus difficilement extraites et en rouge, les protéines qui sont non extraites. Et donc, cette figure illustre le résultat que les pains au levain ont de manière significative plus de protéines facilement extraites. C'est ce qui a été présenté précédemment. Un deuxième résultat qui est très intéressant qu'on a obtenu aussi, donc sur la diapo suivante, c'est qu'en fait, la proportion de protéines facilement extraites est différente entre les différents pains en levain. Et on a vu donc, que ces différents pains en levain, ils varient selon le levain qui a été utilisé et donc selon l'espèce majoritaire de levure. Donc, potentiellement, les levures de levain ont un rôle sur la distribution des protéines et donc du gluten du pain. Voilà. Christelle. Je voyais qu'on m'avait coupé le micro. Voilà, on va continuer sur la présentation des résultats pour les pâtes. Voilà. Donc, il y a le film qui est prévu là, Christophe, si tu nous entends, la technique. Un tout petit film pour expliquer aux gens comment on fabrique des pâtes. Voilà, c'est parti. Très rapide. Et après, Christelle, tu n'étais pas en grand écran. Donc, pour faire des pâtes, on introduit la semoule dans la cuve de malaxage. On l'hydrate avec une quantité connue d'eau qui est calculée en fonction de la teneur en eau de la semoule de départ. Le mélange se fait pendant environ 20 minutes à une vitesse contrôlée.
Au bout de 20 minutes, on va sortir les agglomérats de semoule qui se sont formés. Ça ressemble un peu à du couscous. Ces agglomérats-là, on va les transférer dans la chambre d'extrusion. En dessous, dans la cuve d'extrusion à droite, on a donc un arbre de mélange qui va faire descendre dans la cuve d'extrusion en dessous le mélange. Et il va être poussé au travers par la vis sans fin que l'on ne voit pas. La température est régulée, la température de la tête de sortie est régulée. Et on a moyen aussi d'enregistrer les pressions. Là, on vient d'insérer la filière qui va permettre d'avoir des spaghettis. Les spaghettis donc, commencent à sortir à une température d'environ 40 degrés. On élimine les premiers spaghettis qui ne sont pas toujours très beaux. Et après, on va prélever au fur et à mesure de leur sortie des longueurs de spaghettis qu'on va déposer sur des cannes. Et ces cannes, on va les mettre dans une enceinte de séchage. Les spaghettis vont être séchés, dans le cas présent, à très haute température, à 90 degrés, pendant un cycle de 5 heures qui va faire varier la température et l'humidité. Pour les amener au bout de 5 heures, les spaghettis auront une teneur en eau proche de celle du grain de départ qui permettra leur conservation. Donc, c'est ce type de spaghetti qui a été fabriqué dans la suite de l'exposé et qui sera qualifié de type industriel. Je vais reprendre le partage d'écran. Hop. Si, pendant ce temps, on voudrait vous inviter quand même à poser des questions si vous en avez dans le chat ou dans le Q&R qui est dessous, là, enfin, que vous pouvez trouver. Et on prendra vos questions après. On essaye de faire… voilà. On va aller au plus vite. Là, pour la partie pâte, on va aller au plus vite parce qu'elle a été présentée dans des webinaires précédents là, cet après-midi à 14 h. Et ce webinaire, vous pourrez y avoir accès en replay. Donc là aussi, on va très vite. Donc, de la même manière que pour le pain, on s'est procuré des pâtes de type artisanal et des pâtes achetées en grande surface. Et on a fait aussi l'extraction des protéines et on constate là à nouveau que l'on a une différence de solubilité selon que les pâtes sont artisanales ou de type industriel. Les pâtes artisanales ont plus de protéines aisément extractibles que les pâtes de type industriel. Diapo suivante. Sur le plan de la protéolyse, les pâtes de type industriel ont moins de protéines protéolysées avec notre cocktail d'enzymes digestives. Donc, à partir de là, on sait, comme pour le pain, poser des questions. Les différences, elles viennent de la variété ou du procédé. Donc, côté variété, on a mis en culture un certain nombre de variétés dans le carré orange, des variétés plutôt recommandées par l'industrie, et en bleu, dans le rectangle bleu, les variétés utilisées par les paysans. Elles ont été cultivées à l'INRAE à Moggio, moulues sur Moulin du Tyrol. Les variétés ont été transformées selon un procédé artisanal et séchées, et les pâtes ont été séchées à température ambiante. Donc, ces pâtes ont été réalisées par François Kézergue et elles ont été cuites à INRAE. Donc là encore, on voit que en fonction de la variété utilisée, la quantité de protéines facilement extractibles à partir des pâtes cuites varie. Diapo suivante. Donc là, maintenant, on est allé un peu plus loin. On a essayé de voir l'effet du procédé. Parmi les variétés qu'on avait testées précédemment, on en a gardé 2, comme pour le pain. On a pris Envergure, qui est une variété recommandée par l'industrie, et Bidi 17, qui est une variété qui est très utilisée par les artisans pastiers.
On a testé 2 types de production de semoule, une mouture sur cylindre et une mouture sur meule de pierre. Le mode de pastification, on a testé 2 modes de pastification, un type artisan paysan et un type industriel, donc ce que vous venez de voir là dans le film. 2 modes de séchage, basse température et très haute température à 90 degrés. Et toutes les pâtes ont été cuites à leur temps optimal de cuisson pour faire les analyses biochimiques. Diapo suivante. Donc, les modalités prises en compte, on vient de les voir. Diapo suivante, s'il te plaît, Christelle. Donc, que retenir sur ces sur l'effet du procédé? Que la teneur en protéines totale des pâtes est essentiellement liée à la variété. Ça, on le savait, c'était depuis longtemps. La quantité de protéines facilement extractibles dépend de la variété utilisée et du type de mouture. On a plus de protéines facilement extractibles dès lors qu'on a une semoule produite sur meule de pierre. La quantité de protéines difficilement extractibles est majoritairement liée à la mouture. On a plus de protéines difficilement extractibles dès lors qu'on a une mouture sur cylindre. Et le taux de protéines non digérées in vitro est lié à la variété et dans une moindre mesure au procédé de fabrication. Dernière diapo, Christelle. Donc, en conclusion, on a plus de protéines facilement extractibles dans le cas du pain selon la variété. Si on a une farine produite sur meule de pierre, dès lors que l'on utilise un levain, avec un pétrissage mécanique, avec une fermentation à froid, et pour des pains cuits au four à bois. Dans le cas des pâtes, il faut bien choisir la variété. Il faut avoir une semoule produite sur meule de pierre, préférer un procédé artisanal et avoir un séchage à basse température. Diapo suivante. Voici. Voilà. Donc maintenant, le débat est ouvert. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si on avait dit que c'était jusqu'à 18h30, il me semble, on y est. Mais bon, si vous avez quelques questions, ou dans tous les cas, voilà, ceux qui souhaitent partir maintenant, et on comprendrait assez bien, peuvent nous contacter, hein, Christelle ou moi, je pense que vous allez trouver nos adresses mail. Et ensuite, on transmettra vos questions aux différents chercheurs et vous aurez une réponse en direct. On a une première question qui est assez, je pense, intéressera beaucoup de personnes. C'est: peut-on considérer qu'une forte teneur en protéines extractibles est égale à une bonne digestibilité du gluten? Les données le montrent, mais on ne peut pas s'arrêter là avec juste un test in vitro. On va dire qu'il y a une certaine logique, parce que si c'est facilement extractible, c'est donc que les protéines, elles sont moins polymérisées, plus accessibles aux enzymes, donc plus accessibles à nos enzymes digestives. Donc c'est l'hypothèse qui est faite. Et cette hypothèse, effectivement, elle est validée en partie par les tests de digestibilité in vitro. Maintenant, l'étape suivante va être de passer à une étude clinique là-dessus. OK. On a une personne qui nous demande de préciser quels paramètres peuvent expliquer la différence entre la cuisson à bois et la cuisson électrique. Pour l'instant, c'est peut-être une des choses que l'on a le moins investiguées. C'est difficile à dire parce qu'on a été surpris. La cuisson au feu de bois a été faite à plus haute température. Donc, il faudrait aller plus loin, enregistrer plus de paramètres pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a 2 manips en cuisson au feu de bois. Les deux, effectivement, on a un enfournement dans un four qui est à 270 degrés pour le premier et un peu plus, on est plus proche de 290 pour l'autre manip. La manip a été faite… Et par contre, ouais, juste sur le four électrique, on est à 250 degrés, donc une différence de température, mais qui n'est pas non plus majeure. Alors, la manip a été faite chez le même artisan qui possédait les 2 fours et à partir de la même pâte qui a été divisée en 2, cuite dans un four électrique et une autre moitié dans un four à bois.
Mais pour l'instant, on n'est pas allé assez loin sur cette cuisson. Merci. On a une La autre cuisson, question. il y a aussi l'hydratation. Il y a l'eau qui est la vapeur, disons, la vapeur qui est générée en général dans un four électrique, et dans le four à bois, elle est générée différemment. Donc, ça peut être une piste. Ça peut être une piste aussi, l'histoire de la vapeur. On a une autre question. Vos résultats permettraient-ils d'établir à terme une sorte de label de pain et pâtes adapté aux hypersensibles au gluten? C'était l'idée. C'était l'idée de démarrage du projet, de se dire, mais finalement, si on arrive à une espèce pas de cahier des charges, mais de guide de bonne pratique, on va dire, ça serait l'idéal. Bon, il faut que l'on valide un certain nombre de données. Et grâce à un autre projet qui est adossé à celui-là et qui a bénéficié d'un financement de la région, un projet qui s'appelle Activablé, on arrive petit à petit sur des émissions de fiches qui récapitulent un petit peu nos résultats et qui vont aider les artisans aussi à aller un peu plus loin et à comprendre un peu mieux leurs procédés. Là-dessus, peut-être Yuna, si tu es par là, Yuna qui coordonne ce projet Activablé, peut nous dire 2 mots sur… Je ne sais pas si tu es encore là, Yuna. C'est pas sûr. C'est pas sûr, je crois qu'il y avait… Bon. Voilà, mais Oui. c'est dans le cadre d'un autre projet. Ah, si. Si, je suis encore là, excusez-moi. Oui, de toute façon, c'est des sujets compliqués et puis, vous l'avez vu, avec plein de facteurs à prendre en compte. Mais en tout cas, on va continuer. L'idée, c'est en effet de voir s'il y a des points communs entre tous ces produits issus de certaines variétés, de certains modes de transformation et puis en tout cas, de donner plus d'informations fiables sur lesquels les consommateurs peuvent s'appuyer pour faire leur choix. Et puis, les artisans, les producteurs peuvent communiquer donc, pour faire valoir un peu la spécificité de leurs produits. Voilà. Donc, on est un peu sur cette idée que peut-être il y a des produits spécifiques et qui, justement, vis-à-vis du gluten, de la digestibilité, mais en tout cas, il faut continuer à produire des données, mais c'est bien l'idée d'avoir ces fiches un peu de référence autour des produits. Après, on rappelle, en tant qu'on n'est pas allé jusqu'à une étude clinique vérifiant la digestibilité in vivo, et non plus en tube à essai, mais vraiment chez l'homme, on aura quand même du mal à avoir des conclusions très formelles. On peut juste conclure là qu'on observe effectivement des différences importantes entre les produits au niveau des protéines qui nous paraissent facilement extractibles. Et l'hypothèse que l'on fait, c'est que si elles sont facilement extractibles et facilement digérées in vitro, elles risquent de l'être aussi in vivo. Mais c'est une hypothèse. Est-ce qu'il y a quelques autres questions? Il y avait une question, je crois, non répondue de Hélène Chaudy sur le four à bois, différence entre chauffe direct et indirect. Je ne sais pas si vous y avez répondu. On ne les voit pas les questions là, donc excuse-moi, je ne vois pas. Alors, oui, on a parlé du four, mais si tu as d'autres éléments, Paul, avec ta pratique, c'est peut-être intéressant. Alors, c'est pour le four à bois dont il est question. Y a-t-il des différences selon chauffe direct ou indirect du four à bois? Une question d'Hélène On a donné des éléments de réponse, mais je pensais que tu avais un complément. Ah, chauffe direct. On a étudié juste 2 fours à bois qui étaient très proches et qui sont indirects. Et donc, du coup, voilà, mais l'idée, c'est bien d'aller maintenant plus loin. Ce premier projet, disons, a permis, en analysant un grand nombre, vous avez vu, de facteurs finalement et d'étapes, maintenant de nous dire où est-ce qu'il faut creuser. Voilà, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'il faut creuser. Bon, on voit ce qui est majeur, c'est le levain. Donc, le levain, on a commencé à le creuser avec Lauriane qui fait sa thèse avec Delphine. Et j'imagine qu'il va y avoir, là, on va peut-être laisser la parole à Delphine pour voir un petit peu la suite qu'elle souhaite donner aussi au niveau du levain. Pour la cuisson au four, on a vu qu'il y avait une différence. Et là aussi, ça nous incite bien sûr à aller un peu plus loin et à comparer différentes cuissons dans différents fours à bois, donc c'est-à-dire beaucoup plus d'échantillons qu'on a pu avoir là avec uniquement 2 fours à bois, et également comparer différents fours électriques. Voilà, donc tout ça, ce sont des très bonnes questions parce que
ce sont des points que de toute manière, on a envie de creuser dans la mesure où on a vu par ce premier projet que certains facteurs nous paraissaient bien plus importants que d'autres. Merci. Delphine, je ne sais pas si tu as 2 mots à dire peut-être sur ton souhait de poursuite là, sur les levains. Oui, ben en fait, c'est vrai que ces résultats, ça montre que finalement, les pains au levain, ça permettrait, effectivement, le levain permettrait d'avoir plus de protéines extractibles et donc potentiellement plus de protéines qui soient facilement digérées, même si ça, comme le disait Dominique, il faut faire attention, il faudrait encore le montrer. Et du coup, maintenant, comme on a aussi montré qu'il y avait la différence entre le vin, on aimerait pouvoir explorer ce rôle de la biodiversité des levains. Parce qu'on a fait des projets au préalable qui montraient que dans les levains en France, il y avait une grande diversité de levures et de bactéries qui étaient associées aussi aux pratiques boulangères. Et donc, on a envie maintenant d'aller explorer comment cette diversité microbienne peut jouer, comment son activité finalement fermentaire peut jouer pour dégrader les protéines. Donc, effectivement, c'est des projets auxquels on réfléchit de façon plus large, avec d'autres partenaires, des boulangers, des paysans boulangers, des boulangères, des paysannes boulangères, pour aller finalement plus loin dans ce que vous a montré Lauriane. Merci. Il y a plusieurs questions par rapport que Grégory et Paul pourraient peut-être répondre. Si vous voyez les questions par rapport aux études cliniques possibles sur la digestibilité, pourquoi est-ce que les équipes, la communauté médicale voilà, n'est peut-être pas plus investie ou comment plus communiquer vers eux. Et puis des questions aussi, savoir ce type d'étude a été fait ailleurs. Est-ce qu'il va y avoir d'autres études peut-être dans d'autres pays et voilà, un peu des questions. Aussi une autre question, si l'hypersensibilité n'est pas un effet de mode, pourquoi observe-t-on une augmentation du nombre d'hypersensibles de nos jours? Donc peut-être Grégory et Paul, vous avez un peu des éléments par rapport à ces questions. Sur l'augmentation, je ne sais pas s'il y a une augmentation. En fait, on n'a pas pu évaluer ça. Quand on regarde les études internationales, il y a des niveaux de prévalence, donc du nombre de personnes supposées sensibles qui est très différent d'une étude à l'autre. Il y en a pour certains, c'est quelques pourcents, pour d'autres, ça va jusqu'à 10-13%. Donc, c'est très difficile. Et puis, l'augmentation, c'est pareil, on peut pas vraiment le dire parce que ces études-là, elles sont faites dans des pays différents. Donc, il faudrait avoir une étude qui est faite un peu régulièrement. Ensuite, sur les messages vers la communauté médicale, oui, bien sûr. Alors, d'une part, nous, on est en lien avec la communauté médicale. On a d'autres travaux à l'INRAE qui sont menés, notamment à Clermont, par exemple, qui sont en lien également avec des médecins. Et ils vont faire d'ailleurs une étude clinique dans le cadre de l'ANR gluten, là. Et donc, effectivement, la communauté médicale, elle peut être mobilisée sur ces questions-là. En tout cas, certains médecins sont mobilisés sur cette question-là. Je rajouterais de plus en plus, puisque nous avions contacté des médecins au tout début du projet. Enfin, donc on était plutôt dans les années 2012-2013, la première discussion autour de ces projets-là. Et certains médecins ne voyaient pas du tout l'intérêt que l'on travaille sur l'hypersensibilité au gluten, nous disant que c'était plutôt un phénomène de mode. Donc là, grâce à nos sociologues, on a bien compris que ça n'était pas du tout qu'un phénomène de mode et bien plus un phénomène réellement, une pathologie réelle. Et donc, ces médecins, aujourd'hui même, nous rappellent pour nous dire qu'ils sont inquiets de l'explosion du nombre de cas qui arrivent chez eux de personnes qui se disent hypersensibles et qui, après une éviction, un régime donc, où ils évitent complètement les produits à base de gluten, vont bien mieux. Donc, il y a quand même une augmentation que l'on sent rien que par le fait le nombre de médecins qui nous appellent. Je pense qu'il y a une petite augmentation. Mais effectivement, tu as très bien dit là, de noter on avait tout à l'heure dans le webinaire autour du blé dur, nous avons invité nos collègues de Clermont-Ferrand à partager un peu leurs résultats parce qu'ils travaillent sur un projet très complémentaire, très intéressant autour du gluten, dont les collègues de l'INRAE Clermont-Ferrand avec Catherine Ravel. Et ils s'embarquent là dans un gros projet avec des médecins. Au niveau international, il y a bien sûr d'autres équipes qui travaillent là-dessus.
Des équipes notamment en Italie qui sont très présentes, je trouve, notamment autour du blé dur et des pâtes, parce que, comme vous le savez bien, nos amis italiens sont des grands consommateurs de pâtes. Et il y a de vrais problèmes d'hypersensibilité en accroissement dans leur pays. Donc, les Italiens sont présents. Ce que l'on observe, c'est que finalement, il y a peu d'études, comme on a essayé de mener nous, très pluridisciplinaires, qui associent aussi bien la sociologie que l'agronomie, que la génétique, que la transformation, avec de la biochimie assez fine et de la microbiologie avec nos amis, nos collègues qui travaillent sur le levain. Donc, c'est quand même un projet qui a cette spécificité d'être très large, très pluridisciplinaire et, comme l'a bien souligné Christelle, très participatif. À ce titre-là, je voudrais justement vous lancer un appel, c'est-à-dire que qui que vous soyez agriculteur, boulanger, pastier, meunier ou simple citoyen et simple consommateur de produits, si vous souhaitez travailler avec nous, intégrer des projets, parce que ce projet-là, qui s'appelle Gluten Mythe ou Réalité, financé par la Fondation de France et par la région et par le FEADER, vient de se terminer. Il se poursuit dans le cadre d'autres projets et nous serions très heureux de pouvoir vous compter parmi nos futurs collaborateurs dans les futurs projets de recherche que nous avons. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous dit de vous lancer dans de la science participative et de la recherche participative avec nous. Voilà, ça sera un grand plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Christelle, là. Non, il n'y a plus de questions. On a une petite, alors comment vous contacter? Si, quand même. Comment nous contacter? Alors nous on a en tout cas, on a vos adresses mail pour toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire. On enverra les infos pour les différents replays qui vont être projetés, pour des petites vidéos, explicatives de certains, étapes détaillées ou certains résultats détaillés. Après vous retrouverez ces informations sur le site du Biocivam de l'Aude et sur le site de l'INRAE. Donc je pense que voilà, par ces 2 biais et par le fait que nous on a vos adresses, il y aura on va continuer à diffuser de l'info. En tout cas, on a encore plusieurs mois pour diffuser les résultats de ce projet et démarrer les nouveaux projets. Dominique, si tu veux conclure, on a un petit quart d'heure de retard, mais voilà, on vous remercie pour votre patience. C'est pas facile de synthétiser 7 années de projets de recherche participative en 1 heure, donc on est un peu débordé. Voilà, alors voilà, comme dit aussi, nous avons présenté entre 5 et 10% de nos résultats. Nous avons donc plein d'autres choses à vous présenter, notamment sur tout ce qui est farine, semoule, pâte à pain. Voilà, on pense poursuivre les webinaires autour de ces résultats. On vous tiendra au courant. On va aussi faire des petites capsules vidéo que l'on mettra sur le net, facilement accessibles et puis très court, juste pour montrer un zoom sur un point précis de nos résultats. Donc, un grand merci pour votre participation, pour votre patience par rapport aux petits problèmes techniques que l'on a pu avoir. Nous mettrons en replay ce type de webinaire, donc vous pourrez y avoir accès et puis communiquer autour de vous. Voilà, et on rappelle qu'on est tous là des équipes de chercheurs, tous impliqués dans des approches d'ouverture de la science. Et donc, nous ouvrons nos labos. Vous êtes invités à venir chez nous et à venir visiter nos labos et à venir discuter. Et non seulement à venir visiter, mais surtout à vous impliquer plus largement dans les programmes de recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, merci pour ce temps avec nous. Et on espère pouvoir échanger de manière plus libre et plus sympathique avec vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.